1453. Mehmed II entre dans Constantinople à cheval. Il a 21 ans. Il vient de conquérir la ville la plus fortifiée du monde chrétien. Les historiens appellent cela une victoire militaire. Ils ont tort, c'est une victoire économique. En prenant Constantinople, Mehmed ne capture pas une ville. Il capture le point de passage obligatoire entre l'Europe et l'Asie. Il capture le robinet par lequel toute la richesse du monde doit nécessairement transiter. À partir de ce moment, chaque marchand vénitien qui veut des épices indiennes paie les Ottomans. Chaque négociant génois qui veut de la soie chinoise paie les Ottomans. Chaque commerçant européen qui veut accéder aux richesses de l'Orient paie les Ottomans. Mehmed II ne le sait peut-être pas encore consciemment, mais il vient de poser la première pierre d'un système en 3 étapes qui va maintenir son empire dominant sur 3 continents pendant 600 ans. La deuxième étape va transformer des enfants capturés en soldats invincibles. Et la troisième étape va vous choquer, parce qu'elle révèle que les Ottomans n'ont pas seulement toléré l'instabilité permanente à leurs frontières, ils l'ont délibérément créée. Pour comprendre la première étape du système ottoman, il faut d'abord comprendre la géographie du commerce mondial au XVe siècle. Le monde de 1400 est un monde sans Amérique découverte, sans route maritime vers l'Inde, sans canal de Suez. Il existe exactement une façon pour un marchand européen d'accéder aux richesses extraordinaires de l'Asie. La route terrestre à travers l'Anatolie et le Moyen-Orient. La route de la soie, ce réseau de routes commerciales millénaires qui relie la Chine, l'Inde et la Perse à l'Europe méditerranéenne. Et cette route passe par un point précis sur la carte. Le détroit du Bosphore, la ville de Constantinople, le verrou géographique absolu entre 2 continents. Les Ottomans comprennent quelque chose que leurs prédécesseurs byzantins n'ont jamais pleinement exploité. Un verrou géographique ne vaut que si vous contrôlez tout ce qui doit le traverser. Les Byzantins contrôlaient Constantinople, mais laissaient les marchands italiens, génois et vénitiens dominer le commerce maritime en mer Noire et en Méditerranée orientale. Ils percevaient des droits de douane modestes et laissaient la vraie richesse commerciale s'accumuler dans les coffres des républiques marchandes italiennes. Les Ottomans font exactement le contraire. Ils comprennent que la richesse géographique de Constantinople ne doit pas être partagée. Elle doit être monopolisée. Immédiatement après la conquête de 1453, Mehmed II restructure complètement le système commercial de la région. Les marchands génois qui avaient leur propre quartier à Constantinople, Galata, et qui opéraient pratiquement en autonomie complète, perdent leurs privilèges. Les droits de douane sont augmentés drastiquement. Les routes commerciales alternatives sont progressivement fermées ou rendues dangereuses par la présence militaire ottomane. Chaque navire qui traverse le Bosphore paie. Chaque caravane qui traverse l'Anatolie paie. Chaque chargement d'épices, de soie, de coton, de teinture, de pierres précieuses et de métaux précieux qui transitent entre l'Orient et l'Occident paie un tribut à Constantinople. Le résultat est spectaculaire dans sa régularité et sa prévisibilité. L'Empire ottoman dispose d'une source de revenus qui ne dépend pas des récoltes agricoles, ni de la productivité de ses propres artisans, ni même de ses conquêtes militaires. Il dispose d'une taxe automatique sur le commerce mondial. Mais les Ottomans ne s'arrêtent pas au contrôle du Bosphore, ils étendent méthodiquement leur contrôle à tous les points d'étranglement géographique de la région. La prise de l'Égypte en 1517 par Sélim Ier est incompréhensible sans cette logique. L'Égypte n'est pas simplement une province riche à conquérir. L'Égypte contrôle les routes commerciales entre la Méditerranée et la mer Rouge, entre l'Europe et l'océan Indien, entre les marchands européens et les épices indiennes qui transitent par la mer Rouge avant de remonter vers Alexandrie. En prenant l'Égypte, les Ottomans ne doublent pas simplement leur territoire. Ils doublent leur capacité à taxer le commerce mondial. Toutes les épices qui viennent d'Inde et des îles aux épices d'Asie du Sud-Est doivent désormais passer sous contrôle ottoman avant d'atteindre les marchés européens. La prise de la Syrie, du Liban, de la Palestine et de l'Irak s'inscrit dans la même logique systématique. Chaque nouvelle conquête n'est pas seulement un territoire supplémentaire, c'est un nouveau point de contrôle sur les routes commerciales régionales.
La Syrie contrôle les routes terrestres entre l'Anatolie et l'Égypte. L'Irak contrôle les routes entre la Perse et la Méditerranée. La Palestine contrôle les accès aux ports de la côte levantine, par où transitent les marchandises orientales vers l'Europe. Les Ottomans construisent progressivement un réseau de points d'étranglement qui couvre l'ensemble des routes commerciales entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Pas un gramme de poivre, pas une pièce de soie, pas une once d'or ne peut transiter entre ces trois continents sans passer par un territoire ottoman et sans payer un tribut à Constantinople. Les revenus douaniers générés par ce système sont colossaux et réguliers. Ils permettent à l'Empire de financer une armée permanente de plusieurs centaines de milliers d'hommes, une flotte de guerre dominante en Méditerranée orientale, une administration bureaucratique sophistiquée couvrant 3 continents et des travaux publics d'une ampleur remarquable incluant routes, ponts, caravansérails et aqueducs. L'Empire ottoman n'est pas riche parce qu'il conquiert. Il conquiert parce qu'il est riche. Et il est riche parce qu'il a compris avant tout autre empire de son époque que contrôler les routes du commerce est plus profitable que posséder les marchandises elles-mêmes. L'ironie suprême de cette première étape est que ce sont les Européens eux-mêmes qui la démantèlent involontairement. En 1498, Vasco de Gama trouve la route maritime vers l'Inde en contournant l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. En 1492, Christophe Colomb découvre les Amériques. Ces 2 événements ouvrent des routes commerciales alternatives qui contournent complètement le verrou ottoman. Les marchands européens n'ont plus besoin de passer par Constantinople pour accéder aux richesses orientales. Les revenus douaniers ottomans commencent à décliner lentement mais inexorablement. Ce déclin force l'Empire à trouver d'autres sources de financement et à se reposer de plus en plus sur sa 2e étape de contrôle. La 2e étape du système ottoman est la plus brillante, la plus froide et la plus profondément perturbante de toute l'histoire militaire mondiale. Elle s'appelle le Devshirme. Et elle repose sur une idée si simple et si radicale qu'elle défie tout ce que les empires précédents avaient jamais osé concevoir. Pourquoi payer des soldats mercenaires qui combattent pour de l'argent et changent de camp lorsqu'un ennemi offre davantage? Pourquoi compter sur une noblesse militaire héréditaire qui accumule richesse et ambition politique jusqu'à menacer le pouvoir central? Pourquoi recruter des soldats qui ont des familles, des terres, des loyautés tribales et des intérêts personnels qui peuvent entrer en conflit avec les ordres du sultan? La réponse ottomane à ces 3 problèmes universels de l'organisation militaire est aussi simple qu'elle est glaçante dans ses implications humaines. Créer des soldats qui n'ont absolument rien d'autre que l'Empire. Le Devshirme fonctionne de la manière suivante. Des agents de l'État ottoman parcourent régulièrement les provinces chrétiennes des Balkans, d'Anatolie et d'autres régions conquises. Ils sélectionnent les garçons les plus intelligents, les plus forts et les plus prometteurs âgés, entre 8 et 12 ans. Ces garçons sont prélevés de force sur leur famille. Ils sont convertis à l'islam. Ils sont envoyés à Constantinople ou dans d'autres centres de formation impériaux. Là, ils reçoivent l'éducation la plus complète et la plus rigoureuse que l'Empire puisse offrir. Langue, mathématiques, théologie islamique, arts militaires, stratégie, administration, équitation, tir à l'arc, maniement de l'épée et de la lance. Les meilleurs d'entre eux intègrent le corps des janissaires, l'élite militaire absolue de l'Empire ottoman. Les plus brillants intellectuellement deviennent des administrateurs, des vizirs, des gouverneurs de province. Certains atteignent les plus hauts postes de l'État, incluant celui de grand vizir, le poste le plus puissant de l'Empire après le sultan lui-même. Le génie diabolique du système est dans ce qu'il enlève à ses hommes autant que dans ce qu'il leur donne. Les janissaires ne peuvent pas se marier pendant leurs années de service actif. Ils ne peuvent pas posséder de terre. Ils ne peuvent pas transmettre leur statut à leurs enfants. Ils n'ont pas de famille à protéger, pas de propriété à défendre, pas d'héritage à préserver. Leur seule identité est leur appartenance au corps des janissaires. Leur seule loyauté possible est envers l'Empire qui les a formés, nourris, équipés et armés. Leur seule source de revenus, de statut et de sens dans leur existence est le service militaire à la gloire du sultan. Ce sont des hommes sans racines, sans attache, sans alternative à leur rôle de soldats d'élite.
Et des hommes sans alternative combattent avec une férocité et une détermination que les soldats ordinaires ne peuvent jamais égaler. Le résultat militaire est stupéfiant et sans précédent dans l'histoire de la guerre. Les janissaires sont les premiers soldats permanents d'Europe et du Moyen-Orient à être entretenus à plein temps en période de paix, entraînés continuellement, équipés avec les meilleures armes disponibles et organisés selon une discipline militaire qui fait l'admiration et la terreur de tous leurs adversaires. Ils adoptent les armes à feu avant la plupart des armées européennes. Ils développent des tactiques de combat coordonnées entre infanterie, cavalerie et artillerie qui ne seront pas égalées en Europe avant le XVIIe siècle. À Mohacs, en 1526, 25 000 janissaires et soldats ottomans écrasent en 2 heures l'armée hongroise de 100 000 hommes. C'est l'une des victoires militaires les plus décisives et les plus rapides de l'histoire européenne. Elle ouvre la voie à l'occupation ottomane de la majorité du territoire hongrois pendant 150 ans. Mais le Devshirme accomplit quelque chose d'encore plus important que la création d'une armée invincible. Il résout le problème politique fondamental de tout empire multiethnique. Comment gouverner efficacement des dizaines de peuples différents, parlant des langues différentes, pratiquant des religions différentes, ayant des traditions et des loyautés tribales profondément enracinées. La réponse ottomane est d'une élégance redoutable. On ne gouverne pas ces peuples avec des représentants de la majorité ethnique dominante, les Turcs, qui seraient moins perçus comme des occupants étrangers par les populations soumises. On les gouverne avec des hommes issus de ces mêmes populations, mais radicalement transformés par le système éducatif et militaire ottoman. Un gouverneur albanais, d'origine, formé comme janissaire et administrateur ottoman pendant 20 ans, gouverne l'Albanie non pas comme un Turc étranger, mais comme un membre de la même communauté ethnique. Pourtant, ses loyautés sont entièrement ottomanes. Il est le produit parfait d'un système qui transforme la diversité de l'Empire en instrument de contrôle de cette même diversité. Le Devshirme fonctionne pendant plus de 300 ans avec une efficacité remarquable. Il commence à se dégrader au XVIIe siècle, lorsque les janissaires obtiennent le droit de se marier et de transmettre leur statut à leurs fils. Ce changement apparemment mineur détruit le fondement même du système. Des janissaires, avec des familles à protéger et des fils à promouvoir, développent des intérêts personnels qui entrent en conflit avec leur loyauté absolue à l'Empire. Ils deviennent une force politique puissante qui renverse les sultans qui leur déplaisent et impose ses propres candidats sur le trône. La deuxième étape du système ottoman se retourne contre son créateur, et l'Empire doit se reposer encore davantage sur sa troisième étape. La plus efficace et la plus choquante, préparez-vous, parce que la troisième étape du système ottoman contredit tout ce que l'histoire officielle vous a enseigné sur la façon dont les empires y fonctionnent. On vous a appris que les empires cherchent la stabilité, qu'ils conquièrent pour pacifier, qu'ils combattent des guerres pour établir des paix durables, qu'une frontière stable et défendable est l'objectif ultime de toute puissance impériale. L'Empire ottoman a fait exactement le contraire, et il a prospéré pendant 600 ans précisément parce qu'il a fait exactement le contraire. Les Ottomans n'ont jamais cherché la stabilité permanente à leurs frontières. Ils l'ont délibérément évitée, pas par incompétence stratégique, pas par incapacité à négocier des traités durables, par calcul froid, lucide et systématique. L'instabilité permanente aux frontières de l'Empire n'était pas un problème à résoudre. C'était un outil de gouvernance à entretenir soigneusement. Et voici pourquoi. Premièrement, l'instabilité permanente justifie le maintien d'une armée massive en temps de paix. Une armée massive en temps de paix coûte énormément d'argent, mais elle enrichit également considérablement l'élite militaire, administrative et commerciale qui gravite autour d'elle. Les fournisseurs d'armes, de nourriture, de chevaux et d'équipements militaires font fortune. Les officiers accumulent richesse et influence. Les administrateurs qui gèrent la logistique militaire accumulent pouvoir et prestige. L'armée ottomane n'est pas seulement une force militaire. Elle est le moteur économique central de l'Empire. Et ce moteur a besoin d'une justification permanente pour continuer à fonctionner. L'instabilité frontalière fournit cette justification année après année,
décennie après décennie, siècle après siècle. Deuxièmement, l'instabilité permanente empêche les puissances voisines de s'organiser contre l'Empire. Un voisin qui doit constamment gérer des raids, des provocations, des incidents frontaliers et des conflits de basse intensité n'a jamais le temps, les ressources ou l'attention politique nécessaires pour construire une coalition sérieuse contre l'Empire ottoman. Les Habsbourg d'Autriche, les Séfévides de Perse, les diverses principautés des Balkans, les khans de Crimée, les émirs arabes, tous ces voisins potentiellement dangereux sont maintenus dans un état de tension permanente qui consomme leurs ressources militaires et politiques sans jamais déclencher une guerre totale que l'Empire ne pourrait peut-être pas gagner. L'instabilité est moins chère et plus efficace qu'une guerre ouverte. Elle épuise l'ennemi sans épuiser l'Empire. Troisièmement, et c'est le point le plus sophistiqué et le plus révélateur du génie stratégique ottoman, l'instabilité permanente aux frontières crée une dépendance des populations frontalières envers la protection militaire de l'Empire. Les paysans et les marchands qui vivent dans les zones frontalières instables ont besoin de protection contre les raids, les pillages et les violences. L'Empire ottoman fournit cette protection en échange de taxes, de loyauté et de coopération administrative. Les populations frontalières, qui pourraient être tentées de rejoindre une puissance rivale, restent ottomanes, non pas par amour de l'Empire, mais par nécessité pragmatique. L'Empire est le seul acteur assez puissant pour les protéger contre l'instabilité qu'il crée lui-même. C'est le cercle parfait du contrôle politique par la peur et la dépendance simultanée. Cette troisième étape explique des décisions ottomanes qui ont longtemps déconcerté les historiens. Pourquoi les Ottomans n'ont-ils jamais cherché à conquérir complètement et définitivement la Perse séfévide, alors qu'ils en avaient plusieurs fois l'opportunité? Parce qu'une Perse complètement conquise et pacifiée aurait éliminé la menace orientale qui justifiait le maintien d'immenses armées en Anatolie. Pourquoi les Ottomans ont-ils maintenu des relations ambiguës avec les tribus kurdes, tantôt les armant, tantôt les combattant? Parce que des Kurdes, ni complètement soumis, ni complètement indépendants, créent exactement le niveau d'instabilité géré qui sert les intérêts ottomans, sans menacer la survie de l'Empire. Pourquoi les Ottomans ont-ils toléré pendant des siècles des États vassaux semi-autonomes dans les Balkans plutôt que de les intégrer complètement dans l'administration impériale directe? Parce que des États vassaux, instables et dépendants sont plus faciles à contrôler et plus utiles stratégiquement que des provinces directement administrées, qui pourraient développer des identités autonomes et des aspirations indépendantistes. Et maintenant, le parallèle moderne qui va vous faire regarder différemment les conflits géopolitiques contemporains. Ce que les Ottomans ont pratiqué intuitivement pendant 600 ans, les grandes puissances du 21e siècle le pratiquent de manière tout aussi délibérée et tout aussi cynique. Les États-Unis maintiennent depuis des décennies un niveau d'instabilité soigneusement dosé au Moyen-Orient. Pas assez d'instabilité pour déclencher une guerre régionale totale qui serait incontrôlable. Juste assez d'instabilité pour justifier une présence militaire permanente, des ventes d'armes colossales aux régimes alliés et une dépendance des États régionaux envers la protection américaine contre des menaces que la politique américaine contribue elle-même à entretenir. La Russie maintient des conflits gelés dans les anciennes républiques soviétiques, Transnistrie, Ossétie du Sud, Abkhazie, Donbass, qui lui permettent d'exercer une influence permanente sur ces États sans avoir à les occuper militairement et sans avoir à les laisser rejoindre librement l'orbite occidentale. La Chine entretient une ambiguïté stratégique calculée autour de Taïwan, suffisamment menaçante pour maintenir la pression politique et économique, insuffisamment agressive pour déclencher un conflit militaire que personne ne peut contrôler. Le contrôle des ressources comme domination géopolitique fonctionne exactement selon le même principe. Les nations qui contrôlent des ressources énergétiques stratégiques, pétrole, gaz naturel, terres rares, ne cherchent pas à maximiser la stabilité des régions productrices. Elles gèrent soigneusement l'instabilité de ces régions pour maintenir leur propre position indispensable comme fournisseurs alternatifs stables ou comme médiateurs incontournables. L'Arabie saoudite maintient une influence déstabilisatrice dans le monde arabe tout en se présentant comme le garant de la stabilité régionale.
La Russie utilise le gaz naturel comme arme géopolitique, en alternant livraison et interruption selon les besoins diplomatiques du moment. La leçon ottomane n'a pas disparu avec l'Empire, elle a simplement changé de main et d'instrument. L'Empire ottoman a finalement perdu le contrôle de ces 3 étapes, simultanément. Les routes commerciales alternatives ont contourné ces points d'étranglement géographiques. Le système des janissaires s'est corrompu de l'intérieur, et l'instabilité soigneusement gérée aux frontières est devenue une instabilité incontrôlable qui a dévoré l'Empire de l'intérieur. En 1923, quand Mustafa Kemal proclame la République de Turquie sur les ruines de l'Empire, il enterre 600 ans d'une domination construite non pas sur la force brute, mais sur 3 étapes d'une sophistication stratégique que peu d'empires dans l'histoire ont jamais égalée. Contrôler les routes, transformer les conquis en soldats et maintenir l'instabilité comme instrument de pouvoir. 3 étapes, 3 continents, 600 ans. Et une leçon que le monde n'a toujours pas fini d'apprendre.